ans de guerre, 4 années de feu et de cendres. Objectivement, nous, Ukrainiens, n'avons pas pleinement évalué la menace. Résultat, nous en avons payé le prix fort. Des villes rayées de la carte. C'est avec ça que les Russes tuent. Et tu ne peux pas te cacher contre ça. Ça pénètre les murs en béton, ça pénètre tout. Des vies qui volent en éclats. Celles de soldats, celles de civils. Des réfugiés par milliers. À Kherson, on avait notre propre maison. Maintenant, on n'en a plus. Et nous, dans nos vieux jours, à 70 ans, on se retrouve comme des SDF. Une population face aux frappes, face à l'hiver, sans électricité, sans chauffage. Une population face à l'usure. 4 ans qui ont changé l'Ukraine à jamais. Des soldats, des volontaires, des civils unis dans un même combat. Tout d'abord, le pays a tenu le coup, alors que tout le monde disait qu'on avait zéro chance de résister. S'adapter pour survivre sur le front, dans les écoles, dans les entreprises, dans les campagnes. Tant que le peuple est fort, l'armée ne peut pas être détruite. Une nation qui lutte pour sa survie, son identité, sa culture, son futur. La Russie a mené des frappes sur nos infrastructures militaires, sur nos postes frontières et sur nos soldats. Les explosions ont été entendues dans plusieurs villes du pays. Nous déclarons l'état de guerre sur tout le territoire. Le 24 février 2022, l'Ukraine bascule dans la guerre. La guerre à grande échelle, comme les Ukrainiens l'appellent, en opposition avec le conflit plus régional qui se déroule dans le Donbass depuis 2014. Une guerre qui a contraint l'Ukraine à s'adapter en permanence depuis 4 ans. Oleg Buryak est le chef de l'administration militaire du district de Zaporizhia. Bonjour. Nous l'avons rencontré dans son bureau. Il se souvient de ce matin-là. À 4 heures du matin, les explosions ont commencé. C'était une matinée très chaotique. Car tout le monde était bouleversé et personne ne savait ce qui allait se passer. Au même moment, à Kiev, les Russes visent l'aéroport international de Gostomel. Là, c'est à 1 kilomètre. C'est tout près. Ils ont complètement bombardé la ville, l'aéroport. Nous nous sommes enfuis. Nous ne savons pas où aller. Dans le ciel de la capitale ukrainienne, des avions de chasse russes et ukrainiens. La Russie a vraiment déclaré la guerre à l'Ukraine. C'est... Oh, mais qu'est-ce que c'est? Un missile, c'est un missile. La guerre à grande échelle a commencé. Toute l'Ukraine est sous un déluge de feu. Toutes les grandes villes du pays sont attaquées. À cette époque, Kiev, Kharkiv et Kherson subissaient une attaque d'une grande ampleur. À Kiev, comme partout dans le pays, la population vit une sorte de sidération. Zaporizhia est particulièrement visée, attaquée par le sud. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale, dont le but
et la protection des personnes qui, pendant 8 ans, ont subi les abus et le génocide du régime de Kiev. C'était la panique générale. Beaucoup de gens formaient des colonnes et commençaient à partir pour le centre ou l'ouest de l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes doivent gérer cet exode de la population. Rendre les routes accessibles, organiser le trafic routier et ferroviaire. Dès les premiers jours de la guerre, l'Ukraine comprend l'importance des volontaires. Dans de nombreuses villes, parallèlement à l'armée, la défense territoriale se met en place, des civils s'engagent. On ne sait jamais, peut-être un jour on va aller sur le front, lutter contre les envahisseurs, contre les Russes. À Kiev, des volontaires préparent des repas pour les militaires ukrainiens. À Lviv, dans l'ouest du pays, des femmes fabriquent des filets de camouflage avec des bouts de tissu. Des femmes qui aujourd'hui se battent sur le front, aux côtés des hommes. Nous partons dans la région d'Orikiv, escortés par des militaires, une zone envahie par les drones ennemis. Le détecteur de drone est à 100%. Regarde, elle brûle. Merde, hier ils ont incendié un immeuble de 9 étages. Regardez, ça brûle encore. Athéna est commandante de l'équipe d'artillerie de la 65e brigade mécanisée. Elle nous explique pourquoi elle s'est engagée. Alors premièrement parce que c'est le devoir de tout citoyen ukrainien de défendre son pays en temps de guerre. Et puis deuxièmement, j'ai pu voir le visage de notre ennemi en 2014, quand il a volé mon enfance, occupé ma ville natale, Sloviansk, où je suis née et où j'ai fait mes études. Avant la guerre, Athéna était étudiante en sciences et technologies et en sciences humaines. Elle pratique aussi la boxe thaï à haut niveau, plusieurs fois championne d'Ukraine, plusieurs fois médaillée dans des compétitions européennes. J'avais une vie sociale très riche. On a parlé de sport, d'études, mais je voyais aussi mes amis, je prenais des cours de musique, je pouvais aller où je voulais, quand je voulais. Sa vie, désormais, c'est la guerre. D'abord comme pilote de drone, ensuite comme artilleuse. En fait, j'admirais les artilleurs, parce que je sais que c'est un métier difficile. C'est physiquement éprouvant, c'est très exigeant en termes de contrôle, par exemple. Athéna fait partie des 70 000 femmes à avoir endossé l'uniforme, soit près de 20% de plus qu'en 2022. La guerre a transformé le visage de l'armée ukrainienne. Ah oui, le chemin n'a pas été facile. On sait tous qu'il y a une certaine méfiance envers les femmes. Bien sûr, moi j'avais confiance en moi, mais je devais d'abord prouver que j'étais capable d'occuper ce poste et de commander une pièce d'artillerie. Les femmes, qui représentent aujourd'hui 15% des effectifs de l'armée ukrainienne. Au départ cantonnées aux tâches administratives, elles occupent aujourd'hui des postes opérationnels ou de commandement. Des femmes qui payent aussi leur tribut à cette guerre. Des mères, des épouses, des sœurs
qui viennent chaque jour rendre hommage aux soldats tombés au combat sur la place Maïdan à Kiev, où chaque drapeau symbolise une vie fauchée par la guerre. La guerre, ce n'est pas que l'affaire des militaires et les Ukrainiens l'ont très vite compris. Au-delà de ceux qui se sont engagés comme volontaires dans l'armée, il y a ceux qui soutiennent l'effort de guerre, soit en collectant des fonds ou du matériel pour l'armée, soit en s'engageant mais de façon plus ponctuelle, en aidant aussi leurs compatriotes ou alors en anticipant un devoir de mémoire. C'est dans le quartier branché de Podil que nous rencontrons Mikita. Il dirige une petite entreprise de stickers. Si vous avez besoin d'autocollants, tenez, c'est pour vous. 3 mois après l'invasion, il travaille comme fixeur avec les journalistes. Pour la première fois de sa vie, il se rend sur le front. Au début, j'étais sous le choc. J'avais rien à voir avec l'armée, avec la guerre. J'avais jamais tiré. C'était pour moi un autre univers. Le début de la guerre à grande échelle a changé ma vision des choses. Rattrapé par la réalité, Mikita sait que sa vie d'avant est terminée. La moitié des gens sont partis, la moitié des activités étaient en pause. J'ai failli perdre mon entreprise, c'était super dur. D'un coup, ta vie s'écroule et tu essaies de la reconstruire complètement dans de nouvelles conditions. Il est convaincu du rôle essentiel des civils dans cette guerre. À mon avis, c'est uniquement grâce aux citoyens qui se sont mobilisés qu'on est encore capable de faire cette guerre et qu'on n'a pas perdu les 2 premiers jours. On a un ennemi très puissant en face de nous. On ne peut pas se débrouiller juste avec l'armée professionnelle. Il faut que tout le monde se mobilise. Contrairement à Athéna, Mikita n'a pas signé de contrat avec l'armée. Mais il veut être utile. On a 2 options en Ukraine. Tu peux t'engager dans l'armée, donc ta vie change complètement, ou bien celle que j'ai choisie, un mélange. Tu gardes ton activité, tu te formes toi-même, tu achètes ton propre équipement, tes armes, et tu t'entraînes tout seul. Avec quelques amis, il crée un groupe de dronistes, sans engagement, sans assurance, mais avec la liberté d'action. On aide les unités de drones, on parle le même langage. D'habitude, c'est sur les fronts où ils ont besoin de renforts, là où ça merde. On y va pour aider et on essaie de stabiliser la situation. Un engagement à temps partiel, en quelque sorte. Notre philosophie et notre envie, c'est de développer ce modèle. Si en Ukraine on a 100, 200 groupes comme celui-là, c'est un renfort très important. Et notre mission, c'est aussi de faire connaître ce type d'engagement. Comme Mikita, Alexander et Pavio n'ont pas voulu renoncer complètement à leur vie d'avant. Dans le civil, ils sont juges. Mais 3 ou 4 nuits par semaine, ils protègent le ciel de Kiev contre les drones et les missiles avec la brigade Mria, une brigade de défense anti-aérienne composée de volontaires, en majorité des magistrats. Je me sens bien. Ce soir, on va bien travailler et rien ne va passer. Alexander officie au tribunal de Kiev. Dans les premiers jours de la guerre, sa maison est touchée par un tir russe. La première roquette a explosé et toute la terre s'est envolée vers le toit. Les enfants ont eu peur, tout le monde a eu peur. J'ai compris qu'il ne pouvait en être autrement et qu'il fallait se relever et se défendre. Sans aucune formation militaire, il a suivi un entraînement de plusieurs semaines, contrairement à Pavlo, qui a fait son service militaire. Avant tout, je souhaitais sincèrement apporter toute l'aide possible à nos militaires, y compris en combinant une fonction aussi importante que la justice. Innover, trouver des solutions, s'adapter sans cesse, se servir de toutes les ressources, détourner leur utilisation. L'armée ukrainienne comprend que c'est comme ça qu'elle peut pallier son manque de moyens face aux Russes. Yuri Fedorenko est le fondateur du régiment de dronistes Achille, l'un des meilleurs d'Ukraine.
Au début de la guerre, Yuri, surnommé Achille, est dans la région de Kharkiv. Nous étions sans cesse bombardés. On était pilonnés sans relâche par l'artillerie lourde, les mortiers, les canons, les lance-roquettes. Nos positions étaient constamment rasées. Les armes et les munitions manquent, il ne faut pas les gaspiller. À cette époque, l'artillerie était quasi inexistante en Ukraine. L'aide de nos partenaires n'était pas encore arrivée. Chaque tir devait être calibré, équilibré. Les drones vont tout changer. Le premier Mavic est tombé entre nos mains. Nous l'avons mis en vol et nous avons vu l'ennemi qui ne savait pas qu'on l'observait à une distance de 3 et même jusqu'à 12 km. Un drone de reconnaissance qui permet d'observer l'ennemi et d'ajuster les tirs et donc d'économiser les munitions. La première opération nous a permis de détruire le dépôt de carburant et de ravitaillement ennemi, son poste de commandement mobile basé sur un tank BTR-80 et de neutraliser un certain nombre d'hommes qui se sentaient en sécurité. Le nombre de tirs d'artillerie restait minimal. Le test est concluant. Nous avons déjà détruit 2 tanks. Ici et ici. Après un mois d'opération de ce type, l'ennemi a commencé à avoir peur et à replier ses forces et ses moyens jusqu'à la limite de notre reconnaissance, soit 12 km. Forte de ses succès, l'armée ukrainienne comprend l'importance des drones et s'adapte très vite. Il a été décidé de former les premières compagnies de drones de combat au monde. Yana est une de ces militaires formés au pilotage de drones de combat. Nous l'avions rencontrée il y a 2 ans, près de Pokrovsk. Elle vient de Kherson, ville en partie occupée par les Russes. J'ai vécu 1 mois et demi sous l'occupation russe à Kherson. J'ai vu ce que c'était la paix russe. Je refuse de vivre comme ça. Ce jour-là, avec un membre de sa brigade, elle teste un nouveau drone qu'elle a elle-même bricolé. Des essais en pleine nature et des ajustements que Yana fait dans son garage. Quand la bombe est activée, j'ai 2 minutes pour faire voler le drone et même s'il s'accroche à quelque chose, la bombe n'explosera pas. Après 2 minutes, elle est activée et explose au moindre choc. L'ère des drones ne fait que commencer. Une nouvelle branche des forces armées est en train de se former. Les forces des systèmes sans pilote qui commencent à mener des frappes aériennes en profondeur sur le territoire de la Fédération de Russie. Frapper la Russie avec des drones de plus en plus perfectionnés. Monter des attaques complexes comme l'opération Toile d'araignée, 41 aéronefs russes détruits sur 5 aérodromes simultanément. Cette opération a été préparée pendant plus d'1 an et demi. La planification, l'organisation et tous les détails ont été parfaitement préparés. Je peux affirmer avec certitude qu'il s'agissait d'une opération vraiment unique. La formation de dronistes s'accélère. De nombreuses écoles privées accueillent gratuitement des militaires et des volontaires, comme la Drone Academy. C'est la guerre des drones FPV. Et pour commander des troupes, il faut savoir comment un drone fonctionne, comment il est assemblé, comment il vole, et ce, par tous les temps. Dmitro est policier. Lui aussi veut se former au maniement des drones. Aujourd'hui, on s'entraîne à voler avec un drone DARS. Pour comprendre les particularités de vol avec un drone avion. C'est un nouveau type de drone. Ce nouveau drone intercepteur ne coûte que 1 400 €. Un drone à la conception simple, de fabrication ukrainienne. L'armée ukrainienne teste aussi sur le front de nouvelles technologies, comme le drone à fibre optique. Nous en avons eu la démonstration il y a 1 an avec le régiment Achille près de Kupiansk.
C'est une sorte de nouvelle technologie qui nous permet d'envoyer des drones sans brouillage. Donc c'est simplement un signal optique qui ne peut pas être interrompu. Commandés à l'aide d'un long cordon de fibre optique, ces drones échappent au brouillage électronique. Autre avantage, le signal radio ne peut pas être rompu. Ce jour-là, la cible est un hangar où l'ennemi s'est retranché. Oui, je vois. Nous entrons dans le hangar. Plus à gauche. Essayons d'entrer par la porte de gauche. On ne pouvait pas y aller avec les drones classiques radiocommandés à cause des murs. Les murs bloquaient le signal. Sur les écrans, la différence est frappante. Une image plus claire qui rend la frappe plus précise. Mais ce drone a aussi ses limites, son prix plus élevé et sa préparation plus longue. Ils sont donc destinés à des cibles précises. Les blindés sont davantage protégés parce qu'en plus de leur blindage physique, ils ont un système de brouillage. Parallèlement, l'Ukraine met en place toute une logistique. Les résultats que vous voyez aujourd'hui ont été préparés dès début 2023 en termes de développement de drones, d'augmentation de la production, d'entraînement, de modernisation. Les drones ont pris une importance énorme. On est loin désormais des petits drones civils bricolés en armes de guerre dans une cave ou dans un hangar. Ils sont de plus en plus performants. Tout le pays en produit et c'est vrai que leur utilisation a changé le visage de la guerre. Chaque unité de droniste possède même sa propre production. Près de Liman, le 49e bataillon d'assaut a créé ce qu'ils appellent le laboratoire. Un quartier résidentiel transformé en véritable Silicon Valley du drone. Nous pouvons restaurer n'importe quel drone à partir de rien en quelques heures. Ici, 16 militaires, des ingénieurs et des programmateurs réparent, améliorent et fabriquent des drones quasiment jour et nuit. Ça, c'est le drone d'attaque, le Sparrow. Maintenant, nous le mettons à niveau pour qu'il puisse fonctionner la nuit. Le Quasimodo, lui, peut transporter une bombe de 20 kilos. L'armée ukrainienne l'utilise depuis le début de la guerre, mais c'est ici qu'il est sans cesse modernisé et amélioré. Des batteries jusqu'à la moindre petite pièce est une production maison, production quasiment industrielle grâce à une collection d'imprimantes 3D. Quand les gars viennent nous voir avec différentes demandes, on peut vite les reproduire et les imprimer ici. On gagne en temps et en efficacité. La guerre change tout le temps et ça nous met au défi. En 2025, nous pouvons voler à 2000 km au-delà de la frontière russe. C'est sans précédent. Nous pouvons faire voler des drones kamikazes à plus de 50 km de leur point de décollage. Au début, nous n'imaginions même pas un tel résultat, 10 km maximum. Aujourd'hui, les drones ne sont plus cantonnés au ciel. À cause du danger qu'ils représentent dans les airs, l'utilisation des drones terrestres s'est largement développée. Les drones FPV de l'ennemi nous coupent la logistique à 15 km à l'arrière. Et nous, on doit quand même amener les munitions, l'équipement. On ne peut plus le faire avec des voitures car l'ennemi les détruit, les brûle avec leurs drones FPV ordinaires ou alors à fibre optique. Ce commandant, dont la brigade se bat dans le Donbass, vient prendre livraison de drones terrestres dans la région de Kiev. Commandés à une entreprise spécialisée, la brigade les utilise depuis l'été dernier. Ce drone a été testé ici, sur ce terrain. Vous voyez, très boueux, très accidenté, parce que évidemment, c'est sur ce genre de terrain qu'il doit être efficace.
Ils peuvent faire 20 km, 10 allées et 10 retours. C'est l'autonomie de sa batterie. On peut installer 2 batteries, et donc ça fait 40. Avant, 20 km, c'était assez pour les militaires, mais aujourd'hui, la zone grise s'étend. Capable de transporter une charge de 300 kg qui peut être doublée si on lui ajoute une remorque, ils peuvent être pilotés dans le Donbass depuis Kiev, si dessus on installe une connexion satellitaire. Cette entreprise en fabrique 30 par mois, 120 sont déjà utilisés sur le front. On les utilise pour des missions logistiques. La livraison des munitions sur les positions, l'équipement divers, générateurs, groupes électrogènes. Et puis aussi, on rapporte tout ce qu'il faut ramener des positions, ce qui est endommagé par les frappes. Mais aussi pour évacuer des blessés. Depuis le début de la guerre, l'Ukraine doit faire face à un nombre considérable de blessés pour la plupart des militaires. Le pays a donc mis en place tout un système de soins, depuis les centres de stabilisation qui sont situés proches des lignes de front, jusqu'aux établissements de réhabilitation où les militaires sont rééduqués et qui prennent également en compte leur état psychologique. Chaque jour, des dizaines de blessés sont évacués du front. J'ai un garrot au bras. C'est dans ces hôpitaux souterrains que les soldats sont tout d'abord pris en charge en urgence. Victime d'une attaque de drone, ce militaire est choqué. Et comment ça va? Comme ça, en fait. Je crois que ça ne va pas très bien. Lui a un fragment de drone dans le torse. Les drones nous pourchassaient, essayaient de nous rattraper. Est-ce que ça arrive très souvent? Ici, oui. Pas de temps à perdre, 6 autres militaires des forces spéciales arrivent, eux aussi, avec des éclats de drone dans le corps. N'aie pas peur, on est avec toi. L'unité de ce soldat a mis 5 heures à l'évacuer, toujours à cause des drones. À son arrivée, son cœur ne battait plus. Les médecins ont réussi à le sauver in extremis. Ça s'est joué à 10-15 minutes près. On se dit qu'on ne travaille pas pour rien, et puis qu'on contribue à la victoire. Prêt à 3. 2, 3. Les hôpitaux souterrains comme celui-ci, il en existe seulement 2 en Ukraine, un ici dans la région de Zaporijia et l'autre dans le Donbass. Au total, il fait 450 mètres carrés. Nous sommes 6 mètres sous terre et il a été construit en seulement 2 mois. Roman Kouziv est le commandant des forces médicales de l'Est. C'est lui qui a eu l'idée de ces hôpitaux souterrains. Voici le module opérationnel grâce auquel nous pouvons réaliser tout type d'intervention chirurgicale nécessaire aux patients. Selon la situation, cela peut aller des interventions superficielles abdominales simples jusqu'aux opérations vasculaires et neurochirurgicales. L'hôpital peut recevoir jusqu'à 150 patients par jour. Nous avons 3 équipes opérationnelles et 3 tables d'opération. Nous pouvons prendre en charge 3 patients gravement blessés au cœur. Dans le civil, Yuri est chirurgien pédiatrique. Avant la guerre, il exerçait à Vinnytsia, dans le centre du pays. En mars 2022, il s'engage comme volontaire. Il est de mon devoir de mettre mes connaissances et mon expérience acquise en chirurgie civile au service des militaires. Dans cette pièce, en fait, les médecins peuvent contrôler tous les mouvements des troupes russes. C'est sur ces 2 écrans, évidemment, ils sont éteints parce que pour des raisons de sécurité, on ne peut pas vous les montrer, mais ils peuvent comme ça détecter les drones, les avions et les bombardements éventuels sur le centre médical. Car les drones ont changé le travail des médecins. Ils causent désormais 90% des blessures et contrôlent une zone de 30 km depuis la ligne de front, ce qui complique les évacuations de blessés.
Il est très difficile d'assurer le moindre soutien logistique dans cette zone, car vous seriez immédiatement détruit par un drone. C'est ce qui a bouleversé tout le processus d'évacuation des blessés, car ces hommes resteront là des heures, voire des jours. C'est ce qui est arrivé à Slava. Nous l'avons rencontré dans le centre de réhabilitation Recovery à Kiev. Blessé aux 2 jambes, les drones empêchent les secours d'approcher. Il passe toute la nuit sur place. Je suis resté jusqu'au lendemain matin sous les arbres. Mais Dieu merci, j'ai survécu. Slava se battait sur le front d'Orikiv, dans le sud-est de l'Ukraine. Amputé des 2 jambes, il est en rééducation dans ce centre spécialisé depuis 4 mois. Je suis sûr que tout ira bien, que j'aurai des prothèses et la vie continuera. Ici, 33 médecins spécialistes, mais aussi des ergothérapeutes, des orthophonistes, des psychomotriciens, suivent jusqu'à 60 patients par jour. À leur arrivée, tous passent un bilan psychologique. Ces militaires ont subi pour la plupart un important traumatisme. Nous allons maintenant rencontrer une des psychologues du centre. C'est par elle que passent obligatoirement tous les patients qui arrivent ici. Dobry den. Marianne. Moi, je leur explique ce qui leur arrive, comment ils peuvent gérer ces nouvelles émotions dans leur vie. Ça arrive très souvent que je fasse venir leur femme ou leur mère pour leur expliquer aussi ce qui arrive à leurs proches. Le plus grand atout de ce centre Recovery, c'est que vous êtes tout le temps sur surveillance. Un suivi psychologique, assorti d'une rééducation personnalisée. Une salle a même été aménagée en cuisine pour réapprendre à se servir de ses mains. Tous ces objets du quotidien en fait font partie de la rééducation. Comment de nouveau se servir d'une tasse à café, de se faire un thé, d'utiliser des appareils ménagers comme une machine à laver, la dextérité de la main pour changer les programmes. Tout ça, eh bien, ça fait partie de la rééducation. Alina est psychomotricienne. Elle s'occupe de la rééducation des membres supérieurs. Ça peut être des brûlures, des amputations, des cicatrices profondes. On voit ce qu'il faisait avant la guerre pour le rééduquer au maximum. Si c'est impossible pour lui de reprendre sa profession, on cherche des solutions pour le réorienter professionnellement. Ce centre a ouvert depuis 2 ans. Il en existe 18 dans toute l'Ukraine. 2 autres centres vont également ouvrir au début de l'année prochaine. Et 35 000 patients sont déjà passés par ces centres dans tout le pays. Les hôpitaux civils ont dû aussi s'adapter. Comme ici, à Kherson. La ville subit des frappes quotidiennes et les drones la survolent en permanence. Les Russes sont de l'autre côté du fleuve. 85% de la population a fui. Un acte de résistance pour ceux qui restent, comme ces femmes qui ont choisi d'accoucher ici. Un nouveau petit bébé pour Kherson. C'est là où je suis née, là où j'ai vécu toute ma vie, depuis 19 ans. C'est là que ma fille devait naître. Le père du bébé est sur le front. Désormais, c'est dans la cave de l'hôpital que se trouve la maternité. Elles ont peur, oui, c'est sûr. Mais elles sont de Kherson. Et nous serons là tant qu'elles seront là. On accueillera les dernières femmes enceintes et seulement là, on partira. Aujourd'hui, à Kherson, il y a moins d'une centaine de naissances par an, contre 2000 avant la guerre. L'hôpital de Kherson, comme tous ceux proches du front, est une cible. Ceux de l'Est et du Donbass sont submergés par les soldats blessés. Pour les mettre en sécurité, ils sont régulièrement évacués à bord de trains médicalisés vers l'ouest du pays. Des trains comme celui-ci, il en part 2 par jour des grandes villes de l'Est de l'Ukraine afin de libérer des places dans les hôpitaux qui sont plus près de la ligne de front. Dans le train,
4 médecins et 16 infirmières, prêts à toutes les éventualités pendant les 8 heures de voyage. Parfois, nous pouvons intuber, arrêter les saignements massifs et gérer aussi les pansements qui fuient. Une voiture est réservée aux soins les plus lourds. Dans le wagon de soins intensifs, il s'agit généralement de blessures graves à la tête, de brûlures graves, d'amputations ainsi que de blessures. Soigner, mais aussi rassurer ces hommes souvent à bout de force. Au début, ils sont fatigués, mais nous faisons tout pour nous assurer qu'ils voyagent de bonne humeur. Des hommes sur le front, d'autres blessés, incapables désormais d'occuper un travail. Les entreprises manquent de main-d'œuvre, comme ici à Zaporijjia, dans l'une des plus grandes usines sidérurgiques du pays, Zaporizhstal. Depuis 4 ans, elle fonctionne à 50%. Avant la guerre, elle employait 10 500 ouvriers. Plus de 1200 employés de l'entreprise sont mobilisés aujourd'hui, soit plus de 12% de l'effectif total. L'usine représente 1/3 de la production du pays. En 4 ans de guerre, elle a dû s'adapter. Les ouvriers se sont habitués aux alertes aériennes. La production est continue, on ne peut pas l'arrêter. Nous enfilons gilets pare-balles, casques et nous continuons à travailler. Ici, la production continue avec la différence que désormais, le charbon vient des États-Unis depuis que la mine de Pokrovsk a dû fermer pour des raisons de sécurité. Elle a dû aussi trouver de nouveaux débouchés, notamment avec l'Europe. L'année dernière, nous avons livré 4600 tonnes de fonte brute semi-finie à un négociant français. Pour compenser, l'usine a étendu ses compétences. Elle fournit du matériel pour l'armée, comme les plaques d'acier des gilets pare-balles ou des abris. Mais l'industrie n'est pas la seule à s'être adaptée. Direction Orikhiv, une ville qui résiste toujours. En témoignent ces drapeaux ukrainiens qui flottent à l'entrée. Nous rencontrons Alexander. Il est agriculteur. Ces champs ne sont pas cultivés. Là, c'est la ligne de front. Et ce village-là, c'est leur territoire maintenant. C'est-à-dire que ces champs, on ne les cultive pas. On n'a pas pu y aller depuis le début de la guerre. Ils sont tous minés. À mesure de l'avancée du front, les agriculteurs reculent, laissant les champs à l'abandon. Désormais, la situation est incontrôlable avec l'arrivée des drones FPV. On ne sait jamais quand ils arrivent. Au beau milieu de l'exploitation d'Alexander, des tracteurs calcinés. Anatoly a échappé au pire. J'étais en train de faucher le champ quand une ombre a filé dans mon rétroviseur. Il y a eu un éclair, puis beaucoup de fumée. J'ai cru que la moissonneuse-batteuse avait pris feu. J'ai sauté de la machine, puis la fumée s'est dissipée. Elle avait pris feu. Et les brouilleurs ne suffisent plus. Avec l'avènement de la fibre optique, nous sommes armés de fusils. Mais on sait que c'est à pile ou face. On peut gagner, on peut perdre, on peut le toucher, on peut le rater. Pour nous rendre sur les terres d'Alexander, nous reprenons la route, protégés par des filets anti-drones. Nous sommes proches de la zone de combat. Dans ces zones-là, ils volent presque tout le temps. Et pour ceux qui s'approchent de nos champs et qui survolent notre matériel, nous devons vraiment les neutraliser. Scruter le ciel, garder un œil sur le détecteur de drones. Dans son tracteur, Oleg est sans cesse sur le qui-vive. Non seulement je regarde, mais j'ai aussi besoin de quelqu'un à proximité, et de détecteurs, et de brouilleurs. Comme beaucoup d'Ukrainiens, Alexander ne peut compter que sur lui-même. Si l'économie du pays tient,
C'est en grande partie, encore une fois, grâce au système D et à l'inventivité de sa population, livrée le plus souvent à elle-même. L'Ukraine doit aussi faire face à un afflux de réfugiés. Tous les jours, des Ukrainiens fuient les zones de combat, refusent de vivre dans les territoires occupés par les Russes ou tout simplement ont vu leurs maisons détruites par les bombardements quotidiens. Des complexes comme celui-ci, de préfabriqués, il en existe un peu partout dans le pays. La plupart proviennent de la générosité internationale. Celui-ci, par exemple, a été offert par la Pologne. Il peut accueillir 114 personnes ou 68 familles. Et parfois, une famille entière de 4 personnes vit dans une petite pièce de 15 mètres carrés. Nous sommes près de Boutcha, en banlieue de Kiev. Alissa vient de Mariupol. Elle vit ici depuis 2 ans avec ses 2 enfants de 12 et 17 ans. Son mari, militaire, est porté disparu. Mon mari s'est d'abord battu à Advitka et ensuite sur un autre front. Ça fait 7 mois qu'il est porté disparu maintenant. Et quand on n'a plus pu payer un appartement, on a déménagé ici. Un confort rudimentaire, une cuisine et des sanitaires communs. C'est mieux que rien, on n'est pas dehors. Des complexes comme celui-ci, il en existe 25 dans toute l'Ukraine. Trop peu. On nous demande tous les jours s'il y a de la place. Mais je la trouve où? Au contraire, il n'y a que des gens qui arrivent. Personne ne part. L'Ukraine n'a pas suffisamment pris en compte le problème des personnes déplacées. La députée Mariana Bezougla reconnaît que les autorités ont réagi trop tardivement. Le Parlement a adopté ces 2 derniers mois des mesures supplémentaires, notamment concernant le financement. Donc les programmes augmentent. L'enseignement a dû lui aussi s'adapter. Après avoir fermé toutes les écoles et généralisé les cours en ligne, des écoles souterraines ont peu à peu accueilli les enfants. Comme à Kharkiv, où nous nous étions rendus il y a 2 ans. La mairie a aménagé 6 stations de métro en salle de classe. Un système de chauffage et de ventilation a été installé. Pour atténuer le bruit, la vitesse des rames a même été réduite à l'arrivée. Maintenant, nous sommes bien adaptés. Même les enfants ne font plus attention au bruit du métro et de la ventilation. Ils sont 2200 enfants, âgés de 6 à 16 ans, à fréquenter l'école du métro pour retrouver un peu de normalité en toute sécurité. J'aime bien être ici. Je joue. Retrouver du lien social, mais aussi exprimer leur peur, parler de l'indicible à des psychologues scolaires. Les nuits peuvent être très difficiles et le matin, les enfants peuvent arriver effrayés, très inquiets. Le travail des psychologues est de stabiliser l'état émotionnel des enfants. Des enfants déjà traumatisés par la guerre. Des fois, dans le métro, on entend des explosions. Ce qui m'inquiète, c'est que des roquettes tombent sur des maisons. C'est la peur de tous les enfants ukrainiens. À Balabiné, aller à l'école est dangereux. Tous les jours, le front se rapproche de ce village situé dans la région de Zaporizhzhia. L'école que vous voyez derrière moi est désormais complètement vide. Il n'y a plus aucun cours dispensé dans ces bâtiments. Désormais, l'école se fait complètement souterraine. Tous les jours commencent de la même façon pour les enfants scolarisés ici. Une minute de silence en hommage aux soldats tombés pour l'Ukraine. Un moment chargé de beaucoup d'émotions. La minute de silence, pour nous, c'est... Prenez votre temps.
Beaucoup de familles ont perdu leurs protecteurs. Beaucoup d'autres familles sont aujourd'hui protégées par nos héros qui nous permettent d'étudier, de rencontrer des gens, de travailler. Nous sommes à 6,50 m sous terre. Cette école d'une superficie de près de 1500 m² peut accueillir 450 enfants. Leur âge va de 4 ans à 17 ans. Il y a bien sûr différents niveaux. L'école est ouverte de 8 h du matin à 17 h 30 avec différentes classes suivant l'âge des enfants. Ici, les enfants retrouvent un peu de normalité. Les enfants qui ont suivi des cours à distance pendant longtemps ont perdu leurs compétences sociales. Le rôle principal de l'enseignant est donc de créer un esprit de groupe et de renforcer la cohésion de la classe. Lorsqu'on va à l'école, on comprend mieux ce qui est dit en classe. On écoute mieux, on est attentif et les professeurs sont plus motivés. Quand j'étudiais pendant l'alerte aérienne, je me réfugiais toujours dans un endroit sûr. Maintenant, je n'ai plus besoin de descendre constamment, car je sais que je suis plus en sécurité ici. Pour ces enfants, la guerre fait désormais partie de leur quotidien. Un quotidien qu'ils ont du mal à appréhender. Nous essayons de réduire leur anxiété grâce à des consultations individuelles, des échanges, des formations, des ateliers de groupe, des ateliers avec les parents et avec les enseignants. Avec la guerre, un nouveau cours est apparu, la défense de l'Ukraine. Les élèves se familiarisent avec les différents types d'armes, types de munitions, également des mines. Et puis, ils peuvent aussi se familiariser avec le pilotage de drones, la manette pour diriger le drone. Voici le petit drone avec lequel ils s'exercent. Et puis aussi, ils peuvent manier des armes factices, bien sûr, avec un jeu vidéo et apprendre à tirer. On voit l'ennemi ici. Nous essayons de le détruire et le résultat apparaît. On voit combien on en a détruit. Un enseignement réservé aux plus de 16 ans. Au programme également, des cours de secourisme. Ce sont des reproductions de différents types de blessures. Les enfants s'exercent au premier secours sur ce type de mannequin. Par exemple, ils pratiquent le tamponnement des plaies. Ils utilisent des trousses de premier secours complètes, identiques à celles utilisées dans notre armée. Toutes les situations sont envisagées. Les enfants s'entraînent également aux gestes à effectuer en cas d'amputation traumatique d'un membre, et notamment la pose d'un garrot. Des enseignements pratiques adaptés à la guerre, mais l'école, c'est surtout transmettre la culture du pays. Une culture à laquelle l'Ukraine ne veut pas renoncer. Nous sommes devant l'opéra de Kharkiv. En février 2022, lors de l'invasion russe en Ukraine, et jusqu'à fin 2023, il n'y a eu aucune représentation ici. Toutes les représentations se donnaient dans les métros ou dans des abris. Mais depuis 2024, l'opéra a recommencé à produire des spectacles. Cet après-midi, c'est le ballet Notre-Dame de Paris que propose l'opéra. Mais la grande salle de 1500 places est vide. Désormais, c'est dans les sous-sols qu'ont lieu les représentations. 400 spectateurs seulement, dans cette petite salle qui a nécessité beaucoup d'autres adaptations. Le passage à une scène plus petite a nécessité des choix artistiques importants. Adapter tous nos spectacles a été extrêmement difficile. Mais nous y sommes parvenus et nous disposons désormais d'un répertoire très riche. Un répertoire plus adapté lui aussi. Nous nous efforçons de rendre notre répertoire plus positif afin de soutenir le moral de nos militaires, des habitants de Kharkiv et des personnes déplacées. Sur l'immense
immense scène qui ne sert plus à rien, nous croisons Yéven, un soliste ravi de chanter pour nous en français. Car ma joie aujourd'hui. Nous chantons dans des conditions très difficiles, car la scène est complètement différente. L'acoustique est différente ici et sur l'autre scène. Adapter les spectacles, mais aussi leurs horaires et leur durée. Nous sommes désormais dépendants des transports en commun. Avant la guerre, ils fonctionnaient à plein régime. Il n'y avait pas de couvre-feu. Depuis la guerre, les habitants de Kharkiv, en majorité russophones, redécouvrent aussi la langue ukrainienne. Nous traduisons tout en ukrainien. Il n'y a plus de représentation en russe. L'identité culturelle qui se confond avec l'identité ukrainienne. Parce que l'art et la culture en général sont au cœur de notre identité ukrainienne. Car il ne peut y avoir de nation sans histoire ni culture. Des spectacles qui offrent un peu de répit aux habitants de Kharkiv. Maintenant, dans la situation actuelle, le stress et l'anxiété sont omniprésents. C'est donc une véritable joie pour nous, habitants de Kharkiv. Il faut rappeler aux gens qu'il y a du bon dans la vie et qu'il y a des choses pour lesquelles il faut se battre. Alors qu'on lui proposait de couper dans le budget de la culture pour financer l'effort de guerre, Winston Churchill a répondu « Si ce n'est pour la culture, pourquoi nous battons-nous alors ?» Une phrase qui résonne dans toute l'Ukraine aujourd'hui. La culture nationale est porteuse d'identité. Elle représente ce pourquoi nos militaires et notre peuple se battent. En 4 ans, la guerre a profondément transformé l'Ukraine. Le pays n'a pas cessé de s'adapter, de se réinventer. Parfois dans la douleur, parfois dans la précipitation, mais il résiste.